Ce soir, on va parler d'une boîte à outils pour la DeFi, pour les cryptos, pour les NFT. On va ensuite voir comment est-ce qu'on peut faire travailler efficacement ces bitcoins et ces ethers sur la DeFi. Mais on va commencer comme d'habitude par les news du moment. Alors, j'ai la flemme de vous mettre les sites ou quoi que ce soit, mais sur la chaîne AZK Crypto Live, qui est ma chaîne secondaire, j'ai sorti 2 vidéos sur 2 airdrops sur Arbitrum. Alors ça s'arrête jamais, la semaine dernière on a eu le AI Doge, là vous avez le AI SHIB et le Rect, 2 shitcoins évidemment que vous pouvez aller récupérer. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez la chaîne, vous avez les vidéos. On continue les news, on a 1inch qui vient de se déployer sur Zcash, donc c'est super. 1inch, ça permet d'échanger ses cryptos entre guillemets au meilleur prix, c'est un agrégateur, donc il va regarder plusieurs endroits où on peut échanger des cryptos et il va essayer de vous trouver le meilleur chemin possible. Et vu que 1inch se déploie sur Zcash, eh ben, il y a d'autres outils qui sont par-dessus 1inch qui vont se déployer. Je pense au méta-agrégateur de MinFinance et de DeFi Llama. Si vous avez l'habitude de l'utiliser, à mon avis, ce sera bientôt, si ce n'est pas déjà disponible sur Zcash. Et je vais vérifier ça. J'avoue que j'ai pas eu le réflexe de vérifier. Pour l'instant, il n'y a pas encore Zcash sur le méta-agrégateur de DeFi Llama, mais à mon avis, ça ne s'est que tarder. Toujours dans la hype un petit peu de Zcash qui est des ZK roll-up, on a Bifi qui avait tweeté il y a quelques jours ZK Bifi. Alors pourquoi ils ont tweeté ça? Est-ce qu'ils vont se déployer sur Zcash? Je sais pas, mais à mon avis c'est ça. À mon avis c'est juste ça, ils vont sûrement se déployer sur Zcash. Undreed Finance, on en a parlé la semaine dernière, il y a eu un hack de à peu près 1 million de dollars si je me souviens bien, ou plus, j'ai oublié, non c'était 9 millions de dollars je crois. Bref, il y a eu un hack sur Undreed Finance, c'était pas cool. La team d'Undreed, ils ont envoyé un message aux développeurs en lui disant « T'as 24 heures pour nous répondre, sinon on commence les attaques en justice envers toi ». Et ça y est, ça commence, ils essayent de retrouver qui c'est. Évidemment, il y a un bounty, il y a 500 000 dollars à la personne qui pourrait donner des informations sur le hacker. Au passage, tant que j'y suis, Undreed Finance, ils ont fait un post-mortem où ils résument un petit peu tout ce qui s'est passé. Je vais pas vous mentir, j'ai été lire tout ça. C'est assez complexe ce qui s'est passé sur la faille de sécurité, sur le hack. Mais globalement, pour résumer très rapidement, c'est un problème d'interprétation du protocole sur les arrondis. Franchement, c'est assez compliqué, je vais pas m'éterniser sur les détails. Si vous avez envie de comprendre profondément comment ça a fonctionné, bah, vous avez l'article directement d'Undreed Finance, mais ouais, c'est pas ultra simple à comprendre aux premiers abords. Petite news du jour assez négative, c'est le token de PancakeSwap. Alors, dans la journée, aujourd'hui, au pif, je me suis rendu sur le graphique du cake, ou sur le site de PancakeSwap, et j'ai vu que le prix était très bas, je sais plus dans quel ordre c'était, mais en tout cas, j'ai atterri sur le graphique du cake et vous voyez là depuis hier il y a énormément de ventes, 2 grosses bougies de volume avec des grosses baisses, il y a 20% de baisse d'un coup. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs choses récemment autour de PancakeSwap. Ils ont voulu mettre à jour leur tokenomics, donc vraiment devenir une crypto de moins en moins inflationniste, voire déflationniste. Dans la proposition de gouvernance, ils ont même parlé de Ultrasound Cake. Alors je sais pas ce que c'est le délire en ce moment de vouloir copier à tout bout de champ Ethereum. Il y a des projets qui sont inflationnistes et qui marchent bien, hein. Regardez Dogecoin. Dogecoin, c'est une inflation linéaire. C'est chaque bloc, il y a 10 000 Dogecoin qui sont créés, si je dis pas de bêtises, et c'est toujours là. Alors je viens pas défendre Dogecoin ou quoi que ce soit, mais c'est pas impossible de faire un projet qui est inflationniste et qui fonctionne en fait. Même Bitcoin en soi pour l'instant est toujours inflationniste, donc je sais pas ce que c'est en ce moment la manie de tous les protocoles à vouloir être absolument déflationniste, etc. Mais ouais, non, honnêtement, en plus, c'est ça qui m'avait fait venir à l'époque sur PancakeSwap, et je pense que c'est ça qui a fait venir quasiment tous les gens sur PancakeSwap. C'est les intérêts bonus qu'on avait, qu'on pouvait aller vendre tout simplement. On mettait des stablecoins, waouh, on avait 20% d'intérêt. On mettait du Bitcoin BNB, on avait 30% d'intérêt, c'était super. Là, si on commence à avoir que des Uniswap V3 de partout, à un moment c'est magique, c'est cool, on peut échanger des cryptos et tout. On peut pas générer des frais comme par magie. Gros cafouillage du coup au niveau de la gouvernance. J'ai vu un autre truc passer sur Twitter, je sais pas si c'est vrai parce que c'est quelqu'un qui a très peu d'abonnés et pas une grosse activité sur Twitter, mais bon, on va quand même partager ça, et si jamais vous pouvez me contredire, faites-le dans le chat si vous êtes en live ou dans les commentaires sur la rediff. Le gars a bloqué des cakes sur PancakeSwap, alors je sais pas s'il les a mis en flexible ou quoi, ou alors si c'est arrivé à terme, mais là sur PancakeSwap ça lui dit qu'il a 90 jours pour soit rebloquer ses tokens, soit les remettre en flexible, sinon ses intérêts ils vont être burn, ils vont être retirés, ils vont être perdus.
Alors, je trouve ça assez abusé de la part de PancakeSwap de faire ça. Honnêtement, c'est ses intérêts. Enfin, s'il a envie de les récupérer dans 6 mois, il les récupère dans 6 mois, je comprends pas trop. Ok, PancakeSwap, vraiment, ils essayent de burn le moindre cake qu'ils peuvent. Hein. Et déjà, ça, je vous en ai parlé, mais PancakeSwap, ils sont mensongers, les chiffres de burn qui mettent toutes les semaines. Je l'ai vite fait sur PancakeSwap parce que je sais qu'ils le disent tout le temps. Là, PancakeSwap, ils sont contents, ils disent, regardez, on a brûlé 7 millions de cakes, c'est 23 millions de dollars. Mais quand on regarde la répartition en bas, il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup en fait. Il y en a 157 000 grâce aux frais de trading, 65 000 grâce aux prédictions, 23 000 grâce à la loterie et 441 grâce aux NFT, etc. Donc c'est vraiment très peu de cake. En fait, pourquoi il y en a 7 millions qui sont burn? Parce que dans le mécanisme de cake, à chaque bloc, il y en a 40 qui sont créés. Sauf que Cake, il voulait en mettre de moins en moins en circulation. Il n'y en a plus que 9, je crois, à peu près, qui sont mis en circulation. Donc il y en a 31, ils savent pas quoi en foutre. Donc en fait, les 31, ils les mettent sur une adresse et ensuite ils les burn. Mais du coup, c'est 31 cakes qui ont jamais été en circulation. Et du coup, ils devraient pas être comptés dans les chiffres de burn. Donc c'est totalement mensonger. J'ai jamais aimé le fait que PancakeSwap fasse ça. Après, oui, c'est vrai, techniquement, il y a bien 7 millions de cakes qui sont burn. Mais sur les 7 millions, il y en a les 3 quarts qui ont jamais été mis en circulation. Même beaucoup plus que les 3 quarts. Ça, c'est le premier vote qu'il y a eu pour justement les nouvelles tokenomics de Cake. Et en gros, il y a eu 6 choix possibles. Il y a eu 3 choix qui ont été votés. J'ai l'impression que le vote au début ils l'ont lancé et ensuite ils l'ont coupé parce que ça a merdé ou je sais pas trop. Voilà, là c'est le bon, là je suis sur la bonne page. Donc il y avait 2 choix qui ont été plébiscités par les gens. Le premier choix c'est de dire oui les nouvelles tokenomics on veut que ce soit très agressif, on veut qu'il y ait quasiment aucun cake de créé. Donc descendre l'inflation de 9 cakes à 0,35 par bloc. Donc vraiment beaucoup moins de cakes par bloc. Et la plupart des gens était sur non, on garde l'inflation qu'il y a actuellement, on bouge pas, c'est bien comme ça. Mais PancakeSwap, du coup, je pige pas trop le move. Ils auraient pu s'arrêter là et dire ok, les gens ils veulent pas, majoritairement en tout cas, ils veulent pas passer sur de nouvelles tokenomics. Mais du coup, demain va commencer un nouveau vote, toujours sur le sujet de ces tokenomics. Et là, on a 3 choix cette fois-ci. Toujours le premier choix qui revient à l'option qui arrive en deuxième. Donc oui, on baisse très fortement la réduction, l'inflation du token Cake. Deuxième choix, oui, on baisse, mais on y va un petit peu plus graduellement. Et toujours non, je suis pas d'accord avec ces 2 options. On reste sur les tokenomics qu'on a actuellement. Mince alors. Donc il y a 56% de gens qui avaient voté pour non, 43% qui avaient voté pour oui. Je comprends pas PancakeSwap. Si les gens qui ont voté pour non, ils changent pas d'avis, ils vont tous se regrouper sur un choix. Mais les gens qui ont voté pour oui, maintenant ils ont 2 choix, donc ils vont se splitter. Je pige pas. Au bout d'un moment, c'est sympa de vouloir ramener de nouvelles tokenomics, mais je comprends pas. Franchement, je comprends pas le choix qui a été apporté. Petite news aussi, c'est le prochain launchpad qui arrive sur Binance avec le token Edu. Donc j'ai raté le dernier parce que j'ai oublié de bloquer mes tokens BNB. Vous avez rien à perdre. Si vous avez du BNB sur Binance, selon le nombre que vous en avez, vous allez être éligible entre guillemets au launchpad, vous allez pouvoir en récupérer plus ou moins. Voilà, si vous avez 1 BNB, si vous avez 10 BNB, etc., vous allez pouvoir entre guillemets vendre du BNB contre la crypto. Là, c'est le token Edu, mais vous allez l'acheter à un prix très avantageux, donc généralement c'est très rentable de faire ça. Je sais même pas s'il y a un launchpad qui n'a pas été rentable. Voilà, généralement si vous pouvez investir 0,1 BNB, vous allez récupérer 0,15, 0,2 BNB, voire même plus si vous attendez un petit peu. Après ça dépend. Est-ce que là, Open Campus, c'est un projet qui peut aller dans les cieux? Je sais pas. Mes derniers projets avaient bien marché, ID. Ce même était assez rigolo. Balaji m'a promis 1 million de dollars le Bitcoin. Ça fait déjà un peu plus d'1 mois que Balaji, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars qui avait travaillé à Coinbase, je sais plus, je m'en souviens plus. Voilà, je dis pour les gars qui connaissent pas, mais je connais pas moi-même. Mais en gros, il avait tweeté ça. Je prends un pari, vous achetez un Bitcoin et je vous envoie 1 million de dollars. Mais évidemment, le pari se termine dans 90 jours. Alors, est-ce que le Bitcoin va arriver à 1 million de dollars d'ici là? Je sais pas. Mais du coup, il y a un compte à rebours qui a été créé pour ça. On voit même le prix du Bitcoin en direct. Voilà, 27 000 dollars. Alors, c'est quand même plus élevé qu'au moment de son tweet, puisque c'était autour de 26 000 dollars. Mais là, il reste quand même 51 jours pour arriver au million de dollars.
Voilà, il reste à peu près 972 000 dollars à gagner. Swap, c'est un protocole de DeFi qui est pas très connu, mais ils viennent de faire une levée de fonds de 4,5 millions de dollars. Alors, on a vu plus grand dans la DeFi, bien sûr, mais c'est un projet qui m'intéresse, que j'ai sous mes radars depuis un petit moment, mais j'ai pas encore été déposé de liquidité dessus. Bah là, je pense que je vais peut-être le faire. Alors, si je dis pas de bêtises, ça se passe autour de Polygon et vous pouvez déposer de l'Ether, du Bitcoin, de l'USDC dans une pool de liquidité qui est un petit peu spéciale. En fait, cette pool de liquidité va limiter l'impermanent loss. Alors, pour les plus néophytes, vous êtes totalement perdu. C'est quoi l'impermanent loss? Concrètement, quand vous déposez dans une pool de liquidité, si les cryptos sont trop volatiles, vous allez avoir des pertes. Vous en avez très probablement entendu parler parce que là, depuis que c'est retombé, on en parle partout. Cinéma et NFT, retour sur le fiasco de Plush, le film d'animation vanté par des influenceurs français, notamment Kev Adams, Maître Gims et plein d'autres. Quand vous allez sur le site du projet, ça vous vendait jusqu'à un x7 en fait sur votre NFT. Genre, ça faisait une moyenne pétée. Je sais pas s'il y a encore le site, attendez, est-ce qu'on peut retrouver le site? Alors, vous achetez un NFT, vous récupérez 80% des bénéfices du film du box-office mondial. Là, faut m'expliquer comment, hein, parce que, enfin, il y a tellement de taxes pour le cinéma, en France, pour le CNC, tout ça. Comment on récupère 80% des bénéfices? Enfin, oui, c'est des bénéfices, donc c'est en déduisant toutes les taxes, etc., mais... du coup, certes, allez, un film qui va faire 700 millions au box-office. Bon, déjà là, les chiffres, ils sont bizarres. En plus, 700 millions au box-office en moyenne pour un film d'animation sur les 10 dernières années. Les gars, il y a quand même des petits films d'animation qui sortent des fois qui rapportent 5-10 millions. Alors, je veux bien, de temps en temps, il y a un Disney qui fait 1 milliard. Mais quand même, une moyenne de 700 millions. Source, t'inquiète, fais-moi confiance. Et ensuite, on avait ça, voilà. Votre NFT pourrait générer en 24 mois 516%. L'appât du gain classique. Je connaissais pas, mais franchement, juste avoir tout ça, enfin, il n'y a rien qui va. De génie de la production, et ça, faut creuser encore. Je crois qu'il y a un des deux sites, quand on va dessus, ça met que le projet Plush NFT. Ils ont travaillé sur rien d'autre a priori. Et l'autre, il parle pas une seule fois de ce projet-là. On reste dans les news négatives, malheureusement. On a Trust Wallet qui, suite à une faille de sécurité, a fait perdre 170 000 dollars à des utilisateurs. Alors, comment c'est arrivé? Est-ce qu'on a des moyens de se protéger de ça? On va reparler un petit peu des moyens de se protéger, mais déjà, comment c'est arrivé? Eh ben, Trust Wallet, franchement, c'est vraiment des débutants sur le coup. En fait, la faille vient tout simplement du... alors, je vais peut-être utiliser les mauvais mots, mais l'algorithme qui permet de générer des phrases, enfin des clés privées, a priori, il n'était pas assez solide. Voilà, donc ça s'appelle Mersenne Twister, donc entre parenthèses MT 19937. Je connais pas, je connais pas personnellement. A priori, il n'était pas assez puissant, il pouvait pas permettre de faire des trucs assez aléatoires entre guillemets, parce que c'est très difficile, voire impossible de faire de l'aléatoire informatiquement parlant, et encore moins pour un humain, c'est impossible pour un humain de faire de l'aléatoire, mais bref, ça c'est un autre débat. Je suppose que quelqu'un a réussi à trouver en fait comment l'aléatoire fonctionnait avec cet algorithme, si c'est pas déjà connu sur internet, et ils en ont profité, et ils ont pu générer du coup des clés privées qui avaient déjà été générées par Trust Wallet. Un autre hack qui a touché pas mal de wallets récemment, un hack assez étrange. A priori, pour l'instant, j'ai essayé encore cet après-midi de chercher. On ne sait pas encore bien d'où ça vient. Si vous avez des informations, mettez-les en commentaire ou dans le chat sur Twitch. Mais il y a plein de wallets qui ont été touchés. Des gens qui avaient des portefeuilles créés entre 2014 et décembre 2022. Des millions de dollars qui ont été récupérés. Voilà, l'équivalent de 5000 Ethereum, donc plus de 10 millions de dollars. Dans l'eau, il y avait des tokens, des NFT sur plusieurs blockchains différentes. Donc il y avait un thread qui était assez intéressant de Teivano par rapport à ça, qui avait beaucoup creusé le sujet. Et il y a un commentaire qui est très pertinent sous ce thread, c'est celui de Tikkun Ethereum, qui nous dit est-ce qu'il y a certaines de ces victimes qui avaient backup, qui avaient sauvegardé leurs phrases dans du cloud, typiquement Google Drive, etc. ou Dropbox ou peu importe. À mon avis, et avant que je vois ce commentaire, c'est déjà la supposition que je m'étais fait. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû sauvegarder leurs clés privées, leurs phrases sur du Drive, sur du cloud, peu importe, et qui a soit eu une faille de sécurité, ou soit quelqu'un qui a réussi à exploiter ça.
je sais pas, faire des recherches sur internet bien poussées, parce que je sais qu'on peut voir certains drives qui sont publics, etc. directement en faisant des recherches sur Google, donc pourquoi pas, peut-être. Alors CoinTool, c'est un site que j'utilise assez rarement, honnêtement, j'utilise un petit peu de temps en temps, il y a vraiment plein d'outils, on va pas tout aborder, je pense que je vais en faire une vidéo qui sortira sur ma chaîne AZK Crypto, mais là j'avais envie de regarder déjà un petit peu avec vous en live ce qu'on a comme outil sur CoinTool. Il y a vraiment des choses qui sont assez intéressantes. Allez, un truc très classique, c'est le gas price. On peut voir le prix des frais de transaction, combien vous nous coûtez nos transactions sur plein de blockchains. Ce qui est cool, c'est que c'est disponible sur plein de blockchains. Bon, alors sur la plupart, il n'y a pas beaucoup de transactions, donc ça reste toujours à la même valeur, mais sur Ether et Polygon, c'est très utile, parce que c'est le Gwei, le prix des transactions est très volatile sur ces blockchains. Il y a un outil qui est assez marrant, vous pouvez voir tous les frais de transaction que vous avez dépensés sur une blockchain. Alors sur ce wallet, sur Ethereum, j'ai fait que 4 transactions, donc j'ai dépensé pas grand chose, 8 $. Et n'empêche, je m'en sors bien, hein. J'ai fait 4 transactions, j'ai payé 8 $ de frais, il y en a, ils payent 50 $ pour une transaction de temps en temps sur Ethereum, donc ça va. Polygon, j'ai fait 189 transactions et j'ai payé à peu près 5,88 $. Sans compter que récemment, j'ai fait quelques transactions et récemment c'était cher. Donc on va quand même faire une petite division classique, 5,88 divisé par 189, voilà, en moyenne, j'ai payé mes transactions à 3 centimes sur Polygon. On a Approval Checker, ça j'en ai déjà parlé, je crois que j'avais fait un live justement où j'avais parlé de ce thème en particulier. C'était important de revoker de temps en temps les smart contracts. Quand on va sur la DeFi, quand on veut utiliser de l'USDC par exemple sur PancakeSwap, sur n'importe quoi, il faut l'approuver. Mais on sait jamais, le truc qu'on approuve, ce smart contract peut se faire hacker. Et s'il se fait hacker et qu'on a approuvé une quantité infinie ou trop élevée de crypto, on peut se faire siphonner notre portefeuille. Enfin, pas tout siphonner, hein, juste la crypto qui a été approuvée. Donc c'est assez important de temps en temps aller clear un petit peu ces approvals. Et là on va voir sur la Binance Smart Chain, est-ce que je suis un bon élève? Spoiler, non, je sais que je suis pas un bon élève sur ce wallet. Voilà. J'ai des approbations sur l'USDT, sur l'USDC, ça c'est pas bien. Vous allez voir que en fait là il y a quand même pas mal d'outils de développeurs, on va dire, ou de gens qui créent des tokens, mais il y a des trucs qu'on peut utiliser pour nous qui sont vraiment sympathiques. Ah oui, il y a ça c'est vraiment craqué comme outil. Ça vous fait directement un audit sur un token. Ça va regarder le token et ça va vous faire une petite analyse. Alors, c'est pas une analyse ultra approfondie, mais vous avez vraiment tous les détails basiques, on va dire, qu'il faut sur un token. Donc, on va d'abord aller chercher un token. On va commencer par un truc très classique, le cake de PancakeSwap. Je peux voir la quantité qui est en circulation en direct. Donc ça va être les données qu'on a directement sur la blockchain. On peut les retrouver facilement sur BSC Scan, par exemple. Je peux voir la quantité aussi qui a été burn. Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Et c'est ça le plus intéressant en fait, c'est l'analyse du risque. On peut voir que le cake, ça a beau être une grosse crypto, c'est dans le top 100, il y a quand même un point de danger. Alors, est-ce que le point de danger en fait, c'est est-ce que le cake est mintable? Est-ce qu'on peut en minter des nouveaux? Bien sûr qu'on peut en minter des nouveaux puisque c'est une crypto qui est inflationniste pour l'instant. Le but du cake, c'est de récompenser les utilisateurs, les gens qui déposent des cryptos sur le protocole. Donc, pour faire ça, il faut minter, il faut générer des nouveaux cakes. Donc c'est pas très étonnant. Il y a des fonctions aussi sur les NFT. Alors moi c'est pas mon domaine les NFT, mais ça peut être sympathique. Par exemple, il y a ça que j'ai été regarder, c'est Live Mint. On peut voir les mints qui est en direct sur la blockchain. Alors je crois que c'est que sur Ethereum, mais à confirmer si vous le savez. Et là du coup, si vous allez sur cette page et que vous attendez un petit peu, à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc qui va être ajouté sur Ethereum, ça va vous montrer les NFT qui ont été mintés dans ce bloc. Alors ça c'est un truc qui est pas assez connu, je trouve, dans les gens qui utilisent la DeFi. Il y a assez peu de monde qui ont cette notion, mais le RPC c'est assez central dans la DeFi et c'est assez simple à comprendre. Globalement, c'est ce qui va faire la passerelle entre votre portefeuille et la blockchain. Il faut bien que les informations puissent transiter par un moyen et c'est via un RPC. Et j'ai un exemple qui est assez sympathique, c'est quand il y a eu l'airdrop d'Arbitrum, le RPC principal d'Arbitrum, il a été down. Il y avait trop de monde qui l'utilisait, il y avait trop de requêtes d'un coup, ça a lâché. Du coup, pour utiliser Arbitrum pendant ce court moment où le RPC principal il a été down, il a été désactivé, et on pouvait en récupérer un autre et CoinTool ça répertorie d'autres RPC, vous voyez, et on peut voir aussi leur vitesse d'ailleurs. Anchor ils font des bons RPC, il me semble en plus que c'est très décentralisé, donc go, pourquoi pas. Si d'un coup, demain, il y a une grosse hype autour d'une blockchain, mais qu'on voit qu'il n'y a que un ou deux RPC qui sont répertoriés,
Déjà, ça veut dire qu'elle est assez centralisée et surtout, ça veut dire que il y a peut-être juste une hype temporaire en fait. Généralement, vous allez voir sur les blockchains où il y a beaucoup de liquidités, etc., il y a beaucoup de RPC. On va aller voir comment faire travailler efficacement, entre guillemets, des bitcoins sur la DeFi, mais on va aussi voir comment faire travailler des Ethers et éventuellement d'autres cryptos. Alors, la stratégie, elle va être commune pour toutes les cryptos, toutes les grosses cryptos dont on va parler. Elle peut être aussi risquée, évidemment. Je vous ferai tous les disclaimers, je vous dirai où sont les risques, etc. En tout cas, selon moi, c'est la meilleure façon de faire travailler des bitcoins, par exemple. Premier point, si vous voulez avoir du bitcoin sur la DeFi, il n'y a pas 15 000 manières de faire. Il va falloir avoir des bitcoins en dehors de la blockchain Bitcoin. Bon, je sais qu'il y a un petit peu de DeFi sur BTC, mais c'est limite un niveau expérimental. C'est pas très intéressant d'aller là-bas. On va devoir bridger nos bitcoins sur Polygon, sur Ethereum éventuellement si vous êtes une petite baleine, sur la Binance Smart Chain, bref. Vous avez l'embarras du choix. Typiquement, si vous avez vos cryptos sur Binance, voilà, vous pouvez les renvoyer sur la Binance Smart Chain, peut-être sur Polygon aussi, je sais pas. En tout cas, il y a des bridges qui existent. Et pour ça, je vous conseille Jumper Exchange. Voilà, si vous voulez bouger, allez, on va mettre une grosse quantité pour voir si c'est performant. Un Bitcoin, voilà, on peut avoir seulement 20 000 Satoshi de frais. Ce qui est vraiment très honnête. C'est très très honnête. Et allez, pour le fun, 10 Bitcoin. Voilà, c'est beaucoup. Autant aller sur Ethereum pour 10 Bitcoin. Ah là, on commence à se taper beaucoup de frais. Si on veut utiliser un bridge pour 10 Bitcoin. Donc là, la première question, c'est est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Parce que je vous parle qu'il va falloir avoir ces bitcoins sur notre blockchain. Jusque-là, vous vous en foutez peut-être un petit peu, mais il y a un risque en fait à détenir ces bitcoins sur une autre blockchain. Là, je vais prendre l'exemple de Polygon pour l'instant, d'avoir ces BTC sur Polygon. C'est pas du vrai bitcoin qu'on a sur Polygon, c'est du bitcoin wrappé. Du coup, on commence par le WBTC parce que c'est vraiment basique entre guillemets. C'est des bitcoins qui sont sur la blockchain Ethereum. Alors comment c'est possible? On a une entreprise et pour chaque bitcoin qu'ils ont en portefeuille, ils vont émettre un WBTC sur Ethereum. Voilà, le principe est assez simple. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu du FUD par rapport au WBTC, justement, quand il y a eu le crash de FTX, etc. Il me semble que je vous avais rassuré à ce moment-là que moi, je m'en faisais pas trop. Et honnêtement, je m'en faisais pas du tout même, puisque on a les preuves comme quoi ils ont bien des bitcoins sur leurs adresses, etc. Mais ici, voilà, on a la proof of assets et on peut voir tout leur wallet avec tous les bitcoins qu'ils détiennent. Voilà, ça c'est le premier niveau de risque. Voilà, évidemment, si l'entreprise derrière WBTC, ils ont plus les tokens dans leur réserve, c'est pas bon signe et forcément le WBTC il va perdre en valeur. Là pour le coup derrière WBTC c'est assez carré, je crois que ça existe depuis 2016, je sais plus depuis quand ils existent, en tout cas depuis assez longtemps. Il y a les preuves comme quoi ils ont bien les bitcoins, etc. Bon, il n'y a pas trop à s'en faire. Maintenant, on a des cas un peu plus spécifiques. On a du Bitcoin sur Polygon, qu'on peut aller déposer par exemple sur AAV. Mais si on descend, vous voyez, il s'appelle Wrapped Bitcoin. Alors c'est pas Polygon qui va wrapper des Bitcoins et faire comme WBTC. C'est un peu plus complexe que ça. En fait, c'est des WBTC qui sont wrappés sur Polygon. En fait, on prend des bitcoins qui sont wrappés sur Ether, on les met en collatéral et on fait un nouveau token wrappé par-dessus. En fait, le wrapped bitcoin sur Polygon, c'est du wrapped bitcoin. Vous voyez, il y a une double couche en fait. Donc forcément, on peut dire que c'est 2 fois plus risqué d'utiliser du bitcoin sur Polygon que sur Ethereum. Puisque là, on a le risque d'Ethereum et de Polygon. D'ailleurs, sur Polygon, je ne sais plus qui gère le wrapped BTC. Sur Moonbeam, vous voyez, quand j'ai coché sur cette petite case, ça m'a affiché des tokens qui sont plus utilisables. En fait, c'est des tokens qui ont perdu leur peg aussi. Vous voyez, il y a doublon, il y a 2 bitcoins, il y a 2 USDC. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça arrive sur certaines blockchains qui aient plusieurs stablecoins, plusieurs USDC, plusieurs USDT. C'est le cas d'Avalanche. On va pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. Généralement, c'est des raisons historiques. Pour Avalanche, au début, c'était bridgé par multi-chain. Et maintenant, je crois que Tether, ils émettent directement des USDT sur la blockchain. Du coup, maintenant, il y a les deux. C'est un bordel. C'est vraiment un bordel, les bridges. C'est compliqué. Mais c'est ce qui explique parfois pourquoi il y a plusieurs versions d'une même crypto. Et là, pourquoi il y a un USDC qu'on ne peut plus utiliser? Parce que sur Avalanche, il y a 2 USDC, ça marche très bien. Il y a 2 USDT, ça marche très bien. Mais en fait, là, c'est comme pour le Bitcoin de Solana. Il a perdu sa valeur. Il y a eu un exploit, un hack, si je dis pas de bêtises, sur le bridge qui émettait cette USDC et du coup aussi le Bitcoin et l'Ethereum qu'il y avait sur Moonbeam. Et du coup, leur valeur s'est faite défoncer. Déjà, de ce point de vue-là, moi, je ne mettrai pas tous mes Bitcoins sur la DeFi.
Certes, on peut faire des trucs sympas, c'est cool quand même d'avoir un petit peu de rendement avec ces bitcoins, mais moi je vous conseille de ne pas mettre plus de la moitié de vos bitcoins sur la DeFi. Et déjà la moitié c'est beaucoup. Perso, je crois que je dois être à 10-15% de mes BTC sur la DeFi, pas plus. Évidemment, on pourrait bêtement se dire qu'il y a des protocoles sur lesquels on peut déposer du BTC et avoir 5, 10, 20% d'intérêt, peut-être plus. C'est probablement le cas, il y a moyen. On va aller sur Nanoly, qui est français, c'est un site qui vous permet de trouver le meilleur rendement sur une crypto, sur une blockchain, peu importe. On va mettre BTC par exemple. Et je vais mettre le filtre No Impermanent Loss pour avoir vraiment que des pools de liquidité ou des endroits où je peux déposer que du Bitcoin et d'autres versions du BTC. Alors là, on a éventuellement un truc qui rapporte 54% d'intérêt, mais il y a très peu de liquidité, je suis pas trop sûr du truc. Le Belt Bitcoin, ça, j'ai suivi. C'est mort, le projet est mort. Donc le meilleur rendement qu'on peut avoir, c'est à partir de là, c'est 7% sur du BTC et on peut voir la moyenne sur 7 jours, c'est pas fameux, 0,5%. Le bon mélange que je peux faire pour avoir un rendement un peu élevé sur Bitcoin et un risque pas si élevé que ça va être de déposer mes bitcoins sur AAV ou éventuellement d'autres protocoles et d'emprunter par-dessus. Alors en ce moment, on a Compound aussi qui est pas mal sur Polygon. On va aller sur Compound aussi. Là, on peut déposer du Bitcoin. On n'a pas du tout d'intérêt à déposer du Bitcoin, mais on a le droit d'emprunter de l'USDC en faisant ça. Quand j'emprunte de l'USDC, je dois rembourser de l'USDC à 4,8% annualisé, mais j'ai des récompenses à 9% en Compound. Donc ça veut dire que je suis payé à emprunter. Et comme je vais mettre du Bitcoin en collatéral, ça veut dire que je suis payé sur mes Bitcoins. Alors si je mets 1$ de Bitcoin, je ne vais pas pouvoir emprunter 1$ d'USDC. Je vais pouvoir emprunter moins. On peut le voir ici. Le collateral factor, c'est 70%. Ça veut dire que sur 1$ de Bitcoin, je peux emprunter 70 centimes. Et encore, c'est très risqué d'emprunter le maximum parce que juste à côté, je me fais liquider à 75%. Si le prix du Bitcoin baisse, mon collateral factor va augmenter. C'est logique. Et s'il atteint 75%, je me fais liquider. Je me fais liquider, ça veut dire que mes Bitcoins vont être vendus pour acheter mon emprunt. Au revoir les BTC. Par contre, évidemment, je pourrais garder mes USDC. Mais forcément, c'est pas rentable pour moi. Moi, ce que je vous préconise, c'est de ne pas dépasser 50 à 60% de votre capacité d'emprunt, surtout si vous êtes surtout si vous n'êtes pas un vétéran de la DeFi, on va dire. Quand vous êtes un petit peu plus débutant, vaut mieux rester sur des stratégies plus safe. Et ça veut dire quoi? Si vous empruntez la moitié de vos bitcoins, pour vous faire liquider, il faut que Bitcoin, son prix soit divisé par 2. Forcément, si vous allez mettre en collatéral une plus petite crypto, sur AAV, on peut mettre du Link, du CRV, du Balancer. Là, peut y avoir plus de volatilité. Oui, ça peut être plus risqué, ça peut venir plus vite. Mais sur Bitcoin, à mon avis, vous avez le temps de voir venir. Et là, il y a deux manières de vous prévenir de ce risque de liquidation. Ça va être soit de rembourser une partie de votre emprunt, soit d'ajouter plus de collatéral. Alors, soit rajouter du Bitcoin, ou soit rajouter une autre crypto, si c'est un protocole où on peut mettre plusieurs cryptos en collatéral. Là, si j'emprunte juste sur Compound, je vais être exposé qu'à un risque, c'est qui est un hack sur Compound. Et en plus, je perdrai même pas tout parce que si j'emprunte juste mes USDC bêtement, ils seront dans mon portefeuille et voilà, j'aurai toujours ça si jamais il y a un gros souci sur Compound. Mais pourquoi on n'irait pas optimiser? Pourquoi les USDC, j'irais pas les redéposer pour aller faire des intérêts? Et ben voilà, on va faire ça. En fait, c'est vraiment le but pour avoir des intérêts sur ces bitcoins. Et on va voir ensuite comment faire des super intérêts, on va dire, avec de l'Ether et du Matic. Mais je vous spoil pas trop. Par exemple, je pourrais aller les déposer ici. J'ai 2% d'intérêt sur de l'USDC. C'est pas énorme, mais ça vient s'ajouter aux 4% que j'ai en empruntant. C'est déjà pas mal. Mais bon, on va essayer de trouver un peu mieux. On va aller sur Nanoly et on va mettre le filtre Stablecoin. Et on va mettre aussi le filtre Polygon, parce que pour l'instant, on emprunte sur Polygon. Alors, vous avez le droit d'emprunter et ensuite d'envoyer vos cryptos vers une autre blockchain. Mais là, vous prenez carrément le risque de 2 blockchains, etc. Enfin, quand vous allez changer de blockchain, quand vous allez changer de protocole, gardez quand même à l'esprit que vous allez multiplier le risque à chaque fois. Donc faites quand même attention. N'allez pas sur des trucs trop obscurs, etc. quand vous empruntez. Alors moi, j'ai une bonne connaissance de la DeFi, donc juste en passant mon regard sur certains trucs, je peux vous dire si c'est bien ou si c'est nul. Par exemple, Cbridge, vous voyez, il y a plus de 10% d'intérêt. À première vue, ça a l'air pas mal, mais vous êtes payé dans un token qu'on récupère sur la blockchain Ethereum. Et ça, c'est pas terrible. Donc, on oublie Cbridge. Là, on a Autofarm, mais Autofarm, c'est un peu vieilli, c'est plus trop mis à jour, donc moi, je dirais pas dessus. Et en plus, il y a assez peu de liquidité, donc c'est pas terrible. Donc, on a quoi? On a Bifi qui arrive en premier avec 10% d'intérêt. Mais là, ça va être une pool avec un autre stablecoin, donc un risque en plus, etc. Est-ce que vous êtes prêt à le prendre? Blablabla. Surtout que Bifi, il vient par-dessus d'autres protocoles, donc vous prenez 2 risques d'un coup, voire plus. Uniswap, bon, Uniswap, ça c'est... Uniswap, en fait, c'est...
c'est très aléatoire, ça va dépendre de si les gens vont échanger ou pas. Là, à première vue, je vois qu'emprunter des stablecoins, c'est pas terrible hein, sur Polygon. Après, peut-être qu'il y a des stratégies magiques que je vais pas pouvoir voir sur Nanoly. Eh ben, je vais utiliser un deuxième site pour voir où est-ce qu'il y a des intérêts, et c'est le site de DeFi Lama. Vous voyez qu'ici, il y a une option Yields, et si on clique sur Yields, tout simplement, on arrive sur cette page, et on va pouvoir essayer de trouver où est-ce qu'on a les meilleurs intérêts sur une catégorie bien précise. Alors déjà, on va se mettre que sur Polygon, donc je vais retirer toutes les blockchains, et je vais mettre que Polygon pour l'instant. Et en catégorie, non, c'est pas en catégorie, c'est en attribut, on va mettre stablecoins. Et on va trier par APY. Alors là, il va me sortir du 200%. Alors Rehold, j'en ai fait une vidéo carrément sur ma chaîne AZK Crypto. C'est du double investissement, c'est très compliqué. Ça peut payer honnêtement, mais en fait, ça va dépendre du cours de la crypto sur laquelle vous allez miser et voilà, honnêtement, vous n'allez pas faire 200% annualisé, c'est impossible. En dessous, on a pareil des poules de liquidité avec un stablecoin qui est pas très connu. Alors le stablecoin, le WUSDR, en fait, il est backé par de l'immobilier, c'est assez particulier. Enfin, pas que de l'immobilier, il y a d'autres trucs dans le collatéral. C'est quand même assez risqué, je trouve, mais vous avez 50% d'intérêt. Alors là, pour les baleines, ça peut être intéressant. Imaginons que vous avez, j'en sais rien moi, 10 bitcoins en collatéral sur Compound. Vous pouvez vous permettre d'emprunter plein d'USDC, peut-être 100 000 USDC, je pense, ou 80 000 en restant raisonnable. Ben, sur les 100 000, par exemple, vous allez en mettre, j'en sais rien moi, 5 000 sur un truc risqué et les 95 000 sur un truc pas risqué. Là, évidemment, je vais m'adresser qu'aux baleines. Tout le monde n'est pas une baleine. Mais c'est aussi un truc important à prendre en compte, c'est la répartition du risque. Voilà, si vous pouvez vous permettre d'emprunter beaucoup comme ça, bah, vous pouvez vous permettre de répartir votre risque. Alors que si vous pouvez emprunter que, je sais pas, 200, 300 $, vous allez peut-être pas vous amuser à mettre 5 $ sur un truc. Vous voyez, vous n'allez pas faire d'intérêt, ça n'a aucun sens. Le SDR revient beaucoup honnêtement, il revient beaucoup. Le Davos, pareil, le stablecoin, il est backé par du Matic. Ça a l'air de bien marcher, mais je trouve que c'est bizarre en fait, le protocole Davos. Il y a énormément de collatéral, genre 5 à 6 fois plus que le nombre de tokens en circulation. Ça m'inspire moyennement confiance, je sais pas, je trouve ça trop suspect le fait qu'il y ait une surcollatéralisation comme ça. Bref. Ça, c'est vraiment les outils qui vont être primordiaux, entre guillemets, pour mettre en place ce genre de stratégie. Mais si, comme moi, vous avez tendance à bien explorer la DeFi, à trouver un peu des trucs par vous-même, eh ben vous pouvez trouver des protocoles comme LaserSwap qui vous proposent des rendements juste délirants sur certaines poules de liquidité. Il y a un rendement par exemple de 168% APR sur du TT USDC. Alors, vous connaissez pas forcément le token TT, mais moi je le connais, a priori. C'est pas un shitcoin, donc a priori c'est une pool qui peut se jouer, mais on n'a pas forcément du token TT, donc est-ce qu'on peut en emprunter quelque part? Je vous spoil pas, on peut. Et en fait, ça c'est la pool qui m'intéresse le plus, c'est le Bitcoin TT. Il y a deux manières de bridger du Bitcoin sur cette blockchain. Soit vous bridgez en passant par Ethereum, donc il faut avoir du WBTC sur Ethereum, et là ça va vous coûter, voilà, si vous utilisez Ethereum, pas sûr que vous soyez sur cette vidéo honnêtement, mais pourquoi pas. Soit va falloir convertir vos Bitcoins en stablecoin et les bridger sur cette blockchain là. J'en ai parlé en début de vidéo, mais dans la vidéo justement où j'ai fait un petit giveaway, je fais cette stratégie où je bridge des Bitcoins de Polygon à Thundercore, la blockchain sur laquelle il y a cette stratégie. Donc je rentre pas en détail, si vous voulez savoir comment j'ai fait, il y a la vidéo et tout est très bien expliqué dedans. Honnêtement, je suis assez content de cette vidéo, c'est pour ça que je la mets un petit peu en avant. Mais voilà, du coup je vous montre comment je peux farmer du Bitcoin avec les 300% d'intérêt. Premier risque, la blockchain Thundercore, c'est une petite blockchain, peut-être qu'il pourrait y avoir une attaque dessus. Est-ce que le Bitcoin sur cette blockchain, il reste à son peg ou pas? LaserSwap aussi, on va être sur de la DeFi, donc on va s'exposer à un risque, donc un potentiel risque de hack. Enfin bref, il y a pas mal de choses. C'est à vous en fait d'essayer d'équilibrer le risque. Et là, je peux vous dire clairement que pour les APR qui sont donnés, le risque n'est pas du tout représentatif. Il y a un adage qui est assez courant, c'est que plus le rendement est élevé et plus le risque est élevé. Alors à 90% du temps c'est vrai, mais parfois sur la DeFi on peut avoir des rendements élevés avec un risque qui n'est pas forcément aussi élevé que ça. Et là c'est le cas je trouve pour LaserSwap, c'est mon estimation personnelle bien évidemment. Vous avez le droit d'avoir un avis contraire, mais voilà, je trouve que le risque est sous-coté entre guillemets. On a vu l'aspect comment optimiser ce qu'on emprunte, maintenant on va voir l'aspect comment optimiser ce qu'on dépose en collatéral. Parce que oui, il y a moyen d'optimiser ça. Alors pour Bitcoin, ça va être assez compliqué, mais pour Ethereum, pour Matic, pour ce genre de crypto, de blockchain qu'on peut staker,
C'est vraiment le mot-clé. C'est les cryptos qu'on peut staker. Il y a moyen d'optimiser grandement la manœuvre. Donc là, je suis sur un protocole qui s'appelle MyFinance, qui ont un stablecoin qui s'appelle le MY. Enfin, anciennement, ça s'appelait Mimatic. C'est vraiment pour les OG de la DeFi, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde, je pense, qui connaît encore le Mimatic. Mais bref, c'est l'ancien nom du MY. Stablecoin qui a fait ses preuves. Pour l'instant, il est toujours à 1$, etc. Pendant un moment, je trouvais ça un petit peu suspect, la quantité de MY qu'il y avait en circulation. Mais en fait, on s'en fout que ce soit un bon ou un mauvais stablecoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur MyFinance, on peut créer des vaults. Créer des vaults, tout simplement, on va pouvoir mettre des cryptos en collatéral qui vont nous permettre d'emprunter du MY. Vous pouvez déjà le voir sur les 3 premiers actifs qu'on peut déposer. C'est que des actifs qui sont dans ma catégorie d'actifs stakés, d'actifs boostés, entre guillemets. Alors, je vais déjà vous montrer ce qu'il y a de plus commun, entre guillemets, pour minter du MY. On pourrait mettre directement du BTC et du AAV. Enfin, on pourrait. Non, on peut pas là parce que, vous voyez, il y a zéro capacité. On peut plus minter du MY avec du Bitcoin ou de l'Ether. Mais bon, imaginons qu'il y ait de la capacité pour tout. On pourrait faire ça. On pourrait déposer du BTC et de l'Ether en collatéral. C'est ce qu'on peut faire sur AAV, par exemple. C'est ce qu'on peut faire sur Compound. Mais pourquoi on n'irait pas déposer directement de l'Ether staké ou du Matic staké ou du DAI staké, pourquoi pas? Alors attention quand même, MyFinance sur ce genre d'actifs, ils prennent une partie des intérêts. Vous voyez que sur le GDAI, il y a 13% d'intérêt et ils en prennent quand même 4,5%. Donc au final, vous avez 9% d'intérêt sur vos DAI. C'est déjà pas mal, hein, vous faites quand même travailler votre sous-jacent. Pareil pour le Stakematic, ils en prennent une partie. Et voilà, en fait, là, votre collatéral va travailler. Vous allez emprunter du MY que vous allez faire travailler. Et il y a des choses qu'on peut faire en ce moment avec le MY. On peut, par exemple, les envoyer sur Arbitrum. Alors, c'est vraiment aujourd'hui. Peut-être que dans 2 semaines, on ne pourra pas, ou dans 2 mois, ou dans je ne sais pas combien de temps, on ne pourra pas parce que ce sera plus intéressant. On va aller sur Arbitrum. On est sur MacPy et c'est un protocole sur lequel on va pouvoir déposer du MY, vous voyez, et avoir 17% d'intérêt. Alors le MY, c'est un cas très spécifique. Il n'y a pas de pourcentage d'emprunt. Il n'y a pas vous empruntez du MY à 3% à rembourser, 5% machin truc. Non, c'est fixe. Quand vous allez emprunter $1000 de MY, vous allez devoir rembourser 1005 MY. Voilà, vous avez forcément 0,5% à rembourser. C'est fixe, au moins c'est clair, c'est facile à retenir. Bon, alors sur Polygon, là, c'est pas fameux. Hein. On a 4% à la limite sur Bifi, sur le MyUSDC, mais ça va pas plus haut. On n'est pas forcément obligé d'aller sur Bifi, mais voilà, on peut trouver des choses à faire. Un autre truc qu'on pourrait aller faire, c'est déposer du Matic staké sur AAV sur Polygon. C'est possible aussi, vous voyez. Je peux déposer du Matic X ou du STMatic et refaire exactement ce que je vous avais dit avec Bitcoin. Au lieu de déposer du BTC, on dépose du Matic staké et on va emprunter du DAI par exemple qu'on pourrait aller déposer sur Gainstrade, le protocole qu'on avait vu sur DeFi Lama, voilà, qui rapportait autour de 13% sur du DAI. Ça pourrait se faire, vous voyez. Alors, il y a des boucles aussi qu'on peut faire, c'est-à-dire on dépose du Matic staké, on emprunte du Matic normal, on redépose du Matic, enfin on le stake et du coup on redépose du Matic staké, etc. etc. Bon, en fait ça va dépendre du prix auquel on emprunte du Matic. Vu que le Matic staké donne un rendement de 4 à 5%, c'est peut-être pas ultra rentable d'en emprunter pour faire une boucle comme ça, vous voyez. Mais il y a des boucles aussi simples comme ça qui peuvent marcher, mais là pour le coup je le ferai pas. Sur certaines blockchains aussi, on peut déposer des tokens qui font des intérêts. On peut mettre en collatéral de l'Ethereum sur Bifi et Bifi lui il utilise AAV. On peut faire la même chose avec du DAI, avec du BTC. Donc vous voyez, on peut mettre aussi du BTC qui rapporte des intérêts. Bon là on peut pas emprunter de MY, mais il y a moyen de moyenner, ça peut exister. Mais non, ce qui m'intéressait, j'étais venu là pour cette pool en particulier. On a une pool directement qui nous rapporte des intérêts, qui est stakée sur Bifi. Là on a un actif qui génère des intérêts, c'est-à-dire le ST Ethereum, qui est sur une pool de liquidité, qui génère des intérêts. En plus de ça, selon cas spécifique, on peut générer des intérêts bonus en empruntant. Là, pour le coup, c'est pas possible. J'ai déjà vu pour ce token-là, il faut que le prix de l'Ethereum il soit autour de $1600 ou 1500 pour que vous ayez les intérêts. Mais enfin, vous pouvez empiler plein d'intérêts parfois sur des cas bien spécifiques comme ça. Alors évidemment, plus vous allez empiler d'intérêts, plus vous allez prendre de risques. Il faut faire attention à ça. Mais voilà, je pense que là, les protocoles que ça a utilisé, Bifi, Curve, c'est OK. Franchement, niveau sécurité, c'est OK. Jusque-là, je crois qu'aucun des deux n'a eu de hack. Et du coup, on va terminer par Angle. On peut minter du AG Euro sur plusieurs blockchains. On va se mettre sur Arbitrum. Voilà, on peut déposer en collatéral des tokens, des stablecoins d'ailleurs. On peut emprunter un stablecoin avec du stablecoin, mais qui font des intérêts. Sur Ethereum, on peut emprunter du AG Euro sur de l'Ether staké, sur des trucs plus compliqués avec des noms bizarres. Plus les noms sont compliqués, plus il y a de protocoles, donc plus il y a de risques. Donc,
plus les noms sont bizarres, plus il y a de risques. Généralement, ça marche comme ça marche plutôt bien. Mais voilà, là, SD3CRV, c'est un truc qui va utiliser Curve et StakeDAO. CVX, CRV, c'est un truc qui va utiliser Convex et Curve, etc. Bref, vous avez plusieurs trucs qui rapportent des intérêts et qui vous permettent d'emprunter par-dessus. Oh, je pense que c'était un gros sujet là qu'on a vu pour aujourd'hui. En tout cas, maintenant, vous savez comment optimiser vos intérêts sur vos Ethers, sur vos Bitcoins, sur vos Matic. C'est bien d'avoir du Matic staké, mais vous voyez que vous pouvez le mettre en collatéral, par exemple, sur AAV, emprunter par-dessus, refaire des intérêts. Alors, évidemment, on revient à ce que j'ai dit au tout début. Si vous faites ça, il y aura plus de risques. Donc, c'est à vous de gérer en fait votre curseur de risque. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de AAV, le risque d'un autre protocole sur lequel vous allez déposer votre emprunt? C'est à vous de voir. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous ai pris assez de temps. On se retrouve mardi prochain. Salut tout le monde!